Non, mais moi j'ai les mêmes références de citation que M. Broderson, hein, c'est-à-dire que ce qui compte c'est les interdépendances. Mais ce qui me frappe, c'est ce qui est décrit par les élus guyanais comme ce qu'ils souhaitent, c'est exactement le statut d'autonomie, hein, tel qu'il existe dans l'article 74, tel qu'il existe en Polynésie. Donc on décide par soi-même, les lois ne s'appliquent pas, les lois métropolitaines ne s'appliquent pas sauf exception. Donc tout ça peut se mettre en place si les populations le votent, puisqu'il faut une consultation des populations locales, et si le gouvernement le veut. Alors après, il y a évidemment la question des financements, parce qu'en général, avec l'autonomie vient la fiscalité locale. Et il faut aussi des compensations, parce qu'il faut payer un certain nombre de personnes, d'agents publics, etc. Mais tout ça est possible, je crois. Les outils juridiques existent. Vous savez, on est. Ce qui est très intéressant, c'est l'évolution depuis 1946, encore une fois. Le département, c'était, dans l'idée de Aimé Césaire, formidable, parce qu'on allait avoir l'égalité partout. Alors que les lois étaient différentes et étaient moins bonnes. Bon, après, on a vu que ce n'était pas suffisant. Après, on a dit, on va décentraliser partout pareil. Puis après, on a vu que la Guyane, c'était pas la même chose que les Antilles, et que même la Martinique et la Guadeloupe ne voulaient pas la même chose, puisque certains gardaient deux assemblées et d'autres pas. Donc c'est bien différenciation. La départementalisation a montré ses limites. Estelle Youssouffa, quelles pourraient être les revendications, si on doit parler d'évolution statutaire, de Mayotte, puisque Mayotte a signé l'appel de Fort-de-France? Alors, le président du conseil départemental a signé l'appel de Fort-de-France à l'insu du plein gré de la population, qu'il a découvert dans la presse comme tout le monde et l'ensemble de la classe politique locale. Depuis, il n'y a eu aucune suite donnée par le conseil départemental. Il ne fallait pas le faire, moi, je revisite pas le passé. Je note qu'aujourd'hui, personne n'a avancé sur cette question de l'évolution statutaire. Je voudrais juste rappeler qu'en fait, notre département a seulement 10 ans, qu'on n'exerce pas nos compétences. Donc moi, je veux bien toutes les discussions d'évolution statutaire. Je voudrais qu'on soit déjà sur la mise en œuvre de nos compétences qui sont dans les textes. Parce que Mayotte, c'est un département région. Toutes nos compétences régionales, on ne les exerce pas. Nos compétences départementales ne sont pas exercées dans une bonne partie d'entre elles. Donc en fait, c'est pour ça que je parle d'une espèce de course à l'échalote, parce que cette discussion sur les statuts occupe l'ensemble de la classe politique et ne répond pas aux attentes de nos concitoyens. Je reviens, mais je suis basique et binaire. Moi, avoir de l'eau dans mon robinet, je ne veux pas savoir si c'est le département, la région, l'État ou la chèvre et le chou, je veux de l'eau dans mon robinet. Et c'est la préoccupation de nos concitoyens. Payer 167% pour les mêmes produits parce que vous êtes à Mayotte, Paris n'a pas découvert que Mayotte est à 8000 km de Paris. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment, l'argument géographique, le fait de dire, et moi je rappelle quand même que c'est pas de prendre la défense d'un gouvernement, madame, mais c'est pas la défense, c'est pas prendre la défense d'un gouvernement, c'est depuis 1946, on est aujourd'hui en 2023, on est avec des oligarchies qui prospèrent, une population qui s'est éduquée, qui a eu des promesses qui n'ont pas été tenues, et donc on a des la solution. Non, mais la solution, elle n'est pas statutaire. La solution, c'est d'aller qu'on s'y mette. Mais que, par exemple, à Paris, on tienne les engagements. Parce que moi, je veux bien entendre. Mais comment je vais vous parler de justement à prendre ces engagements? Madame, je vais député terminer ma phrase. Vous dites, oui, madame, je vais terminer ma phrase. Quelles seraient les solutions? Si vous me laissez la terminer, je finis de poser la question et je vous laisserai répondre, Madame la députée. Merci beaucoup. Vos homologues députés, puisque pour l'instant vous êtes tous les trois toujours députés à l'Assemblée nationale, disent, puisque Paris ne fait pas ce qu'il faut, nous voulons prendre le pouvoir, nous prenons les compétences et nous allons développer nos territoires. Vous, qu'est-ce que vous dites, Estelle Youssouffa? C'était ma question, je vous laisse répondre. Je disais qu'entre la posture et ce qu'il se passe en réalité, le discours de différenciation, de vous n'êtes pas tous les mêmes, on va travailler ensemble, nous, on est dans l'hémicycle, avis défavorable du gouvernement, c'est non. On travaille, nous, dans l'hémicycle, on fait le budget pour les Outre-mer. Quand on exprime, nous, représentants de nos territoires et nos besoins qui sont en phase avec nos promesses électorales, c'est-à-dire qu'elles ont été validées par le vote de la population, parce qu'on dit il faut écouter la population elle a voté, on exprime des besoins, on va en discussion à Paris dans les ministères, c'est niet, on est dans l'hémicycle, c'est niet. Donc après, moi je veux bien, c'est pour ça qu'on n'est pas dans le discursif, les questions très tangibles de la dépense, la question de où vont les investissements, où sont portés les
efforts. Quand moi j'écoute à la radio ou j'entends dans l'hémicycle le ministre Béchu parler d'un plan eau qui exclut Mayotte, excusez-moi de trouver ça fort de café parce que c'est aussi mon ministre. Ce n'est pas le ministre de quelqu'un d'autre, c'est mon ministre, comme c'est le ministre de tous les concitoyens. Paris n'entend pas, Alain Christin. Paris entend, ne veut pas faire, c'est différent. Alain Christin. Moi, j'ai participé dans les années 2000 aux discussions sur le statut de Mayotte. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que ça devienne un département ou pas? Il y a eu plusieurs étapes, comme vous savez, collectivité départementale, département, etc. Et on s'était dit, au départ, il y a eu vraiment beaucoup de discussions, est-ce que vraiment c'est le meilleur cadre? Parce que la raison de la demande de départementalisation, il y avait deux. Il y avait acté que définitivement, ça ne serait pas rattaché aux Comores. C'est un département, donc c'est arrimé à la France. Et deuxième raison, il y aura plus de crédit. Voilà. Donc, mais en même temps, toutes les lois vont s'appliquer pour le coup. Et je me souviens, après des difficultés sur la TVA, on disait la TVA va s'appliquer, mais la plupart des commerces, ils n'ont pas de comptabilité. Donc, ils sont absolument incapables d'appliquer la TVA. Beaucoup de travail a été fait. Au fond, moi, ce que je retiens, et là je vous suis, c'est qu'il faut sans doute plus de crédit, mais il faut plus de projets concrets. Et il y a une course, de toute façon, avec la croissance non maîtrisée, en effet, de la population, qui fait qu'on n'y arrive pas. On n'arrive pas. Alors peut-être qu'il faut augmenter les crédits de 20%, augmenter 30%. En effet, le besoin actuel, c'est un besoin d'investissement, de réalisation, de sécurité, et moins qu'ailleurs Quand M. Krisner dit en 2000, on débat de savoir si on a un département, parce que la question du rattachement aux Comores, elle a été tranchée en 1976 par le vote. Comment se fait-il qu'il faille attendre plusieurs décennies pour qu'à Paris la pièce tombe? C'est pas mais pas de vous. Non, pas du tout. La question de la demande de la départementalisation, elle date des années 50 à Mayotte. 50. Donc en fait, il faut quand même remettre l'église et la mosquée au milieu du village. À un moment, on ne peut pas être en décision, et quand il s'agit d'assumer les conséquences des décisions prises ou non prises, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est comme ça. Moi, je veux bien, j'ai aucun problème à ce qu'on assume un désaccord. Alors, il faut assumer. Mais en fait, quand on a la décision et qu'on ne les prend pas, et qu'on laisse pourrir la situation jusqu'à arriver à une détérioration, et je pense qu'effectivement, c'est quand même pas un hasard si on fait cette émission, c'est-à-dire que vous observez quand vous faites votre panorama, que vous avez des discussions statutaires à un moment historique et où vous voyez se déliter les restes de l'Empire, et que bizarrement, de manière concomitante, vous avez à chaque fois des discussions pour tous les territoires, mais vous avez toujours la même demande de dignité, d'égalité de traitement. Et que cette réalité, cette promesse républicaine, elle n'est pas tenue. Et ça, c'est pas les locaux, c'est pas les pouvoirs locaux qui ne tiennent pas les engagements. C'est quand même celui qui fait cette promesse, celui qui a la dépense, qui ne les tient pas. Donc à un moment, on remet quand même, et on arrête de se défaire comme ça, de dire c'est en face, on n'était pas en face. Non. Les choses, elles ont toujours été très claires. Et Mayotte, ça fait depuis les années 50 qu'on demande à être département. Qui n'assume pas, vous posez vous le dites, vous faites ce constat. Voilà, visiblement vous avez la réponse. Je voudrais juste vous faire écouter cette petite phrase, cette déclaration qui donne un certain ton des discussions. On écoute. Moi j'ai un principe simple. Qui décide paye, qui paye décide. Le système où on dit je veux plus décider, mais c'est le gouvernement qui continue de payer, non. Je ne suis pas pour la politique de facilité. Moitaï Provençon, une réaction à ce qu'on vient d'entendre. Vous qui allez rencontrer très prochainement le président de la République, Emmanuel Macron. Oui, encore une fois, je crois que ce paradigme qu'il énonce, il ne peut pas s'appliquer de la même manière à Mayotte, en Polynésie, en Calédonie et dans d'autres collectivités, parce que tout va dépendre du statut. Qu'est-ce que vous allez lui dire à Emmanuel Macron? Celui qui décide, c'est celui qui paie. Je veux décider puisque je suis le président indépendantiste de la Polynésie, mais il va falloir payer encore un petit peu parce qu'il faut quand même nous accompagner. Exactement, je crois que la France est l'un des pays fondateurs des Nations Unies, sauf erreur de ma part, et que dans la Charte des Nations Unies, c'est précisé que la France doit accompagner tous les peuples dont elle a la charge jusqu'à leur pleine souveraineté. Donc nous prenons simplement le droit international et nous demandons à la France d'appliquer les belles leçons qu'elle envoie au monde entier. Et vous y croyez? Mais moi je suis quelqu'un d'optimiste par nature. Mais bon, qui paye décide, qui décide paye. Nous, aujourd'hui, nous payons une partie tout de même de nos dépenses. On a une fiscalité propre. Il y a des transferts de l'État qui sont conséquents.
Ce que nous proposons, enfin ce que moi en tout cas je propose à l'État, c'est encore une fois, comme le disait Jean-Victor, de faire le pari de l'intelligence et de finalement payer un peu plus pour nous permettre de franchir des paliers qui font qu'au final, la France paiera moins. C'est ça le pari de l'intelligence. Parce que, faites un rapide calcul, moi je suis un mathématicien à la base. Pas moi, je vous préviens tout de Voilà. suite, Eh bien, vous accompagner. moi j'ai fait la somme de tout ce qui a été dépensé par l'État depuis 1963. Pourquoi j'ai choisi cette date? C'est l'arrivée du CEP, du Centre d'expérimentation du Pacifique chez nous. Depuis 1963 jusqu'à 2022, ce sont des milliers de milliards de francs pacifiques qui ont été dépensés par l'État en Polynésie. Tout ça pourquoi? Pour 55 000 personnes en dessous du seuil de pauvreté, pour un système scolaire qui est en échec total, pour 88% d'importation des produits de consommation, tout ça pour ça. Donc, moi, ce que je propose à l'État, c'est à un moment donné d'investir un peu plus, pas de manière homéopathique. Si on veut réellement dire demain on va avoir une autonomie énergétique, il faut mettre à un moment donné un coup de boost. Et là, on aura une autonomie énergétique. Ensuite, si on veut une autonomie alimentaire, il faut aussi un coup de boost. Il ne faut pas juste saupoudrer. La façon dont sont utilisées les subventions, le modèle économique n'est pas efficient. Même la Cour des comptes l'a dit dans un rapport. Jean-Victor Castor. Mais, vous savez, quand on lance des satellites à partir de la Guyane, depuis les années 60. On lance des satellites. En tous les cas, la base de lancement date des années 60 et les premiers lancements commerciaux des années 80. La Guyane est peut-être le territoire où il y a le plus de zones blanches. Même y compris dans les zones urbaines. Il n'y a même pas un satellite dédié à la Guyane. Et nous avons des prix hors normes au niveau des opérateurs de téléphonie. Donc c'est un petit peu, ça met de l'eau au moulin de ce qu'elle disait Youssoufa, c'est-à-dire c'est la capacité de la France, parce qu'il ne s'agit pas de questions statutaires. C'est-à-dire que la France ne paye rien. La superficie de la base spatiale, c'est l'équivalent de la superficie de la Martinique. La France ne paye aucun impôt foncier sur la totalité du territoire qu'elle gère en termes de foncier. Et quand maintenant les collectivités demandent à avoir des parcelles de terre, ce que M. Carenco accepte aujourd'hui, sans projet, etc., disent mais attention, mais vous allez payer le foncier. En tous les cas, la fiscalité. Alors, juste pour aller très vite. Par contre, Youssoufa, il y a un vrai problème. Par exemple, nous. Madame la députée Estelle Youssoufa. Oui, Estelle Youssoufa, je voulais simplement dire que, attention, nous, par exemple, les produits, on parlait du coût de la vie. Nous avons une grande puissance à côté de nous, le Brésil. Nous ne pouvons pas commercer avec le Brésil. Les produits qui arrivent dans les centres commerciaux chez nous passent par Paris. Le Brésil est juste à côté. La viande qu'on peut acheter dans les centres commerciaux, ça passe par Paris, par les ports du Havre et autres, et ça revient en Guyane. Donc, tout simplement parce qu'on a considéré que la Guyane devait être un territoire européen et que les normes européennes nous imposent qu'on ne puisse pas commercer, parce qu'il faut que tous les produits qui viennent des pays environnants avec qui on pourrait commercer, et bien sûr les normes européennes. C'est une absurdité. On entend bien. Et nous dans la question statutaire, justement, la possibilité d'avoir des lois pays, ça nous permettra effectivement de lever ces obstacles. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est du bon sens politique. Et malgré ça, on arrive à avoir... Rapidement la parole à Estelle Youssoufa, et puis après vous nous direz justement quels pourraient être les moteurs de votre développement économique si la Polynésie devenait indépendante demain. Moi je pense que je voudrais prendre le contre-pied de la déclaration du président. Qui paye décide. C'est le contribuable qui paye. Parce que dans sa phrase, c'est une discussion entre politiciens, mais le fond du sujet, c'est le contribuable qui paye. Moi, j'ai la même fiscalité qu'un hexagonal et j'ai 10 fois moins de dépenses de l'État dans mon territoire. Si vous voulez qu'on parle d'argent, on peut. Et en fait, là, Paris a honte. Paris est injuste dans son traitement des territoires ultramarins. Vous voyez, c'est ça en fait. S'il faut qu'on aille... Non, mais parce que tout de suite, ça devient gênant. C'est-à-dire qu'en fait, les statistiques, c'est pas ça, c'est que les statistiques, en fait, elles sont brutales par rapport à l'inégalité. Et l'inégalité, c'est de la dépense. Donc c'est quand même assez fascinant d'entendre le chef de l'État nous dire qui paie décide, ben, le contribuable ultramarin, il paye. Regardez la situation en face. Il n'a pas de retour sur investissement. Il n'a pas de retour sur investissement parce que, oui, je ne suis pas dans une vision clientéliste de la République. Je dis simplement que le pacte social, le pacte républicain, c'est qu'on met tout au pot pour mieux redistribuer. Dans les territoires où il y a le plus besoin, il y a le moins de dépenses. Cherchez l'erreur.
Estelle Youssoupha, je vous rassure, ce n'est absolument pas gênant. Regardez la réalité en face, ouvrir le débat et aborder les solutions, c'est l'objet de cette émission. Alain Chrisnart, payer plus aujourd'hui pour payer moins demain. Oui, mais ça c'est une très bonne idée. C'est une bonne idée, mais on citer quand est-ce qu'on l'applique l'exemple de la Nouvelle-Calédonie que je connais assez bien. Depuis 88, il y a énormément de crédits en Nouvelle-Calédonie. Les infrastructures ont été développées. Je crois que vraiment tout le monde le reconnaît. Certains territoires en sont même un peu jaloux. Néanmoins, tout n'est pas réglé, comme on le voit dans les discussions qu'il a sur statutaire et dans la situation économique, celle du nickel, qui dépend de paramètres internationaux, dans Tout n'est lesquels pas sans réglé, doute... c'est un euphémisme, Alain Chrisnart, on est d'accord. Tout n'est pas Non, mais tout n'est pas réglé. C'est pour bien montrer. Nulle part tout est réglé. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas dire que les infrastructures n'ont pas été développées, et on ne peut pas dire en Nouvelle-Calédonie que les crédits budgétaires ne sont pas importants, y compris pour des compétences transférées. Mais ça, c'est dans les diagnostics qui sont partagés. Donc le problème là-bas, c'est un problème identitaire et un problème statutaire. Pour dire que, on ne peut pas dire partout que c'est simplement un problème économique de l'eau, des routes, etc. On va rester justement sur la Nouvelle-Calédonie, Alain Chrisnart. 3 référendums, 3 victoires du non. Le caillou, on a-t-il fini avec l'indépendance? Ben non, puisqu'il y a toujours des discussions actuelles qui sont menées sur deux principes. Quel statut pour une période de transition et comment exercer le droit à l'autodétermination. Et il faut écrire cette nouvelle page, et il y a urgence, parce que ça fait longtemps quand même, hein, et on a bien compris ici que les processus sont longs. Est-ce que ce entériner un nouveau statut, c'est... Il n'y a pas urgence du tout. D'ailleurs, les indépendantistes eux-mêmes le disent. Ils disent on ne va pas trouver il ne faut pas chercher une solution très rapidement. Alors, il y a bien sûr les élections de 2024. Il faut prendre son temps, il faut réfléchir. C'est ce qu'on a fait, et je crois que c'est un processus long qui a plutôt été bien conduit. Il n'y a pas urgence, c'est aussi votre sentiment, Moïta Roverson, vous l'avez dit, hein, le soir même de votre victoire aux élections. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Moi, j'aime bien faire les choses de manière programmée, de manière calculée, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, je pense que si on tenait un référendum d'autodétermination demain matin, la réponse serait massive, ce serait un non. Mais c'est normal. Tous les Polynésiens que je connais, tous les Polynésiens vivants sont nés en Polynésie française autonome quasiment. Vous avez dit lors d'une interview, demander à un enfant qui a été nourri au burger et à une célèbre boisson pétillante qui est dans une petite boîte rouge, oui. Demandez-lui s'il veut arrêter avec son burger et cette boisson, et pour lui proposer d'être vegan et de boire de l'eau de source, il vous répondra il veut le burger. Être vegan et l'eau de source, c'est ça donc, l'avenir de la Polynésie, c'est être un peu à la diète? Non, pas du tout, c'est minimal. Je pense que ça fait pas de mal de changer un peu d'alimentation. C'est un des maux de notre société aujourd'hui, en Polynésie et dans l'Hexagone également. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut, si on veut que les gens soient prêts à passer d'un système à un autre, il y a une phase d'information et d'éducation. On a chez nous des enfants, je dis des enfants parce que je commence à avoir un certain âge, de 20 ans, qui ne savent pas qu'il y a eu des essais nucléaires chez eux. C'est juste pas possible. On a des enfants qui connaissent mieux la géographie de la Lozère que la géographie des Tuamotu. Voilà, tout ça, si on veut construire une nation, si on veut arriver à une Polynésie indépendante, eh ben, il faut une phase d'information et d'éducation. Poser toutes ces questions, on a beaucoup parlé d'économie, on a parlé de situation sociale, il y a aussi de la question culturelle, les revendications identitaires, c'est primordial. Jean-Victor Castor. Oui, c'est primordial. Il faut déjà reconnaître qu'il y avait des premiers habitants qui ont une coutume, qui ont un rapport à la terre qui est fantastique. Et les peuples autochtones, les Amérindiens, bien sûr, dans votre qui n'avaient pas besoin des écologistes pour préserver l'environnement. Et d'ailleurs, maintenant, dans les deux COP, on parle des autochtones et de l'inspiration qu'on pourra en avoir. Et puis tous les habitants qui sont arrivés après. Moi, je suis régulièrement en guerre presque avec les administrations de l'ONF, de la DGTM, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des administrations qui harcèlent les habitants. Alors que dans le même temps, nous sommes pillés par des illégaux, etc. Et en fait, le pouvoir régalien passe sans temps. C'est pour ça que moi je dis que nous restons une colonie et que la France est une métropole. Moi, le mot hexagone, moi ça ne me va pas. Il
faut accepter les réalités de... Vous voulez dire par là que ça ne sert à rien de changer la sémantique, changer le vocabulaire, si on ne change pas le modèle, on ne change pas les relations. Donc le maquillage au niveau de... Enfin, le maquillage linguistique, Il y a quoi d'extraordinaire à nous permettre de parler nos langues? La France refuse de signer, donc on ne reconnaît pas les langues régionales. Jusqu'à maintenant, je ne vois pas ce qu'il y a là-dedans. Nous avons 6 langues régionales amérindiennes, il y en a 6 chez les esclaves qui avaient marronné, et puis nous avons ce qu'on appelle le créole, etc. Et puis il y a plein d'autres langues. Rapidement, je ne voudrais pas relancer le débat puisque il nous reste 2 minutes. Les aspects culturels, dans tous les cas, ils sont fondamentaux, parce qu'on a besoin effectivement de pouvoir... Il nous reste 1 minute 10, me dit-on dans l'oreillette, pour refermer cette émission. Mais simplement, puisqu'on a beaucoup parlé ici de faire le pari de l'intelligence collective, on entend qu'il y a des ambitions, qu'il pourrait y avoir des moyens. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'exemple d'un territoire, d'une ancienne colonie française ou autre, qui a réussi son indépendance? Moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pays de la Caraïbe qui s'en sortent très bien. Je vous invite à aller à Sainte-Lucie ou à Trinidad et Tobago, etc. Et puis, c'est une réalité. Moi, je veux juste te dire, hein, le Guyana, qui est un territoire, qui est un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud, les chiffres qui sont donnés par le FMI et la Banque mondiale, c'est que dans 3 ans, avec le pétrole et le gaz qui a été découvert, le PIB par tête d'habitant dépassera celui de la France. Ça se passe à nos côtés. Le Suriname exporte le pétrole, le Venezuela de même, le Brésil bientôt dans le nord-est, à 1 heure de chez nous. Et chez nous, on nous interdit l'exploitation du pétrole avec la drogue. C'est fini, sinon nous n'allons pas remplir ce contrat d'une 60 minutes pour parler de ces questions essentielles. Nous l'avons bien compris, nous sommes donc à un tournant. Et maintenant, que va-t-il se passer? Les territoires ont rendez-vous avec l'histoire et nous avons rendez-vous avec vous, car c'est évidemment une affaire à suivre. À très bientôt sur les antennes. La première, belle soirée. Demain, retrouvez des héros inoubliables. Est-ce qu'un levé Jean Valjean est avec nous? Non, pas ma connaissance.